Alors, commençons par les bonnes nouvelles. Selon le rapport de l'Agence européenne de l'environnement publié fin septembre, l'Union européenne a réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 37% par rapport à 1990, un recul qui a permis d'éviter pas moins de 200 000 décès prématurés au cours des 20 dernières années. Les émissions de CO2 diminuent en Europe alors qu'elles continuent à augmenter à l'échelle mondiale. Mais pendant ce temps, selon le même rapport, la biodiversité s'effondre. 81% des habitats protégés sont en mauvais ou très mauvais état sur le continent européen et 60 à 70% des sols sont dégradés, avec des conséquences terribles pour le vivant d'abord, mais aussi pour l'économie, car à mesure que l'environnement se détériore, la facture climatique s'alourdit. Au coût de la transition écologique s'ajoute désormais celui de l'inaction, et ce coût est de plus en plus élevé. À l'heure du backlash écologique, alors que nous célébrons cette année les 10 ans des accords de Paris, la science économique peut-elle nous aider à accélérer la transition? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir 3 invités. Christian Gaulier, directeur général de la Toulouse School of Economics, auteur d'une économie de l'inaction climatique, paru le mois dernier aux presses universitaires de France. Olivier Deban, directeur de la recherche à la Banque de France, en charge de la coordination des activités de recherche à la Banque centrale. Et Pierre Ribot, directeur général de l'activité Eau-France chez Veolia. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, quand on parle d'inaction, le terme semble presque faible par rapport à ce à quoi on assiste aujourd'hui. On peut parler d'un véritable retour en arrière écologique, Christian Gaulier? Ah oui, là, vous attaquez franchement. Oui, effectivement, la situation est un peu compliquée et pas qu'aux États-Unis où effectivement Donald Trump est sorti des accords pour la deuxième fois. Mais là, avec un vrai risque compte tenu des équilibres politiques nouveaux aux États-Unis où le Congrès et la Maison-Blanche sont alignés. Voilà, donc, donc nous avons le mois prochain la COP30 à Belém au Brésil et on est assez, nous les économistes, on est assez inquiets sur ce qui va s'y passer. Il y a un risque d'effet domino, quoi, constatant que le leader du monde des États-Unis décide de drill baby drill, a quand même eu un prix d'énergie extrêmement faible aux États-Unis par rapport à l'Europe parce qu'ils ont des énergies fossiles qu'ils utilisent à tire-larigot. Voilà, il y a un énorme risque que les autres pays laissent tomber les bras et évidemment, comme vous le disiez à l'instant, Stephen, l'Europe a fait énormément déjà, elle a fait beaucoup, il faut faire encore beaucoup plus. Je vous rappelle qu'on est à 37% pour l'Europe, mais d'ici 2030, c'est demain, il faudra arriver à 55% de réduction d'émissions de CO2. Donc en 2 ans, en 4 ans, on va devoir faire le tiers du chemin résiduel par rapport à 1990. Donc il s'agit d'accélérer massivement dans les années à venir. Et effectivement, la situation politique est extrêmement dégradée, pas qu'en France, en Europe. Le nouveau Parlement européen qui a été élu en juin 2024 est pas très favorable au maintien de ces grosses avancées qui avaient été faites. Quand il faut le souligner, le Parlement précédent en Europe avait vraiment mis en place des nouveaux mécanismes de régulation des émissions de CO2 en Europe. Je vous rappelle en particulier 3 choses. La décision d'interdire la vente de véhicules neufs moteurs à combustion à partir de 2035. C'est quand même un engagement assez extraordinaire. Et puis, 2 autres choses qui sont liées à des tarifications du carbone. La première, c'est simplement une taxation du carbone sur la mobilité résidentielle de tous les citoyens européens, une espèce de taxe carbone européenne, alors qu'on n'en a qu'en France pour l'instant, un petit peu dans d'autres pays, mais c'est marginal. Et puis, dernière chose, et ça c'est très important si on veut maintenir un espoir d'une ambition climatique européenne, des ajustements carbone aux frontières, parce que si l'Europe est la seule à décarboner, évidemment, le risque, c'est que l'effet total sur les émissions de CO2 soit nul, parce que simplement, les industriels européens décideraient d'aller produire et émettre à l'extérieur des frontières de l'Europe, sans donc
avec une perte de création de valeur pour l'Europe, une perte d'emploi, un désastre économique, mais un effet climatique égal à zéro, parce que à cause de ce qu'on appelle ces fuites de carbone. On va en discuter. Donc voilà, donc tout ça est en danger aujourd'hui, étant donné que nous avons élu de nouveaux politiques au Parlement européen en mois de juin 2024 qui sont majoritairement opposés à toutes ces choses. Et donc, on a aujourd'hui, comme conséquence de cette inaction climatique, des émissions mondiales de CO2 qui sont toujours à la hausse. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les émissions de la Chine ont commencé à reculer, mais les émissions des États-Unis ont recommencé à augmenter, les émissions de l'Union européenne aussi. Olivier Debante, peut-être un premier mot sur cette inaction climatique, ce retour en arrière auquel on assiste aujourd'hui. Alors, merci d'abord d'inviter la Banque de France dans cette table ronde. La Banque de France a beaucoup travaillé sur ces questions de climat. C'est quelque chose qui est dans le mandat des banques centrales, parce que l'impact du changement climatique ou de toutes les mesures qui sont prises sont importantes, non seulement parce que c'est un impact sur la croissance, mais aussi sur l'inflation. Et c'est directement dans le mandat des banques centrales de regarder la stabilité prix, d'être en charge de la stabilité des prix. Donc effectivement, la Banque de France travaille beaucoup et nous avons effectivement notamment travaillé dans le cadre du NGFS, c'est le Network for Greening the Financial System, en français le réseau pour le verdissement du système financier, dont le rôle est de regrouper les banques centrales et les superviseurs pour mesurer voir un peu quel est l'avenir. Et alors, ce qu'on observe, c'est que donc, de produire des scénarios. Donc, un des rôles principaux du NGFS, c'est de produire des scénarios qui vont ensuite aider les décideurs à comprendre ce qui se passe. Et donc, ce qu'on voit, donc, le NGFS produit des scénarios régulièrement, les met à jour. Là, on est à la 5e phase de scénario. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une aggravation des conséquences de ce scénario, qui sont les conséquences des retards qui sont pris dans la mise en œuvre des politiques. Alors, toutes ces politiques ont un impact, évidemment, la transition a elle-même un impact, puisque toutes les mesures qu'a décrit Christian ont un impact, effectivement, de réorganisation de l'appareil productif, de changement des habitudes, qui peuvent avoir, évidemment, un effet, au moins transitoirement, négatif sur l'activité, mais aussi parce que il y a des dommages très importants, et on voit que ces dommages s'accroissent. Alors aussi, c'est aussi parce qu'on affine nos mesures, les dommages qui sont créés par l'environnement, mais on voit que ces dommages s'accroissent au cours du temps, au fur et à mesure des dernières estimations du NGFS. Ça, il y a une espèce de consensus au niveau international là-dessus, sur cette dégradation. Alors, je ne sais pas si on peut commencer déjà maintenant à donner quelques chiffres. Donc, j'ai indiqué, donc il y a différents, globalement, l'impact de ce changement climatique. Et donc, comme je dis, ça s'aggrave plus on retarde, et c'est encore plus important si on prend des mesures en retard. Je crois que Christian le montre aussi dans son livre, il est important de prendre des mesures rapidement, et tout retard, évidemment, des conséquences catastrophiques, parce que, compte tenu des échéances qui sont rappelées, à un moment donné, il y a un moment où on va réaliser qu'il faut prendre des mesures, et évidemment, si on prend des mesures très tardivement, ça sera très brutal, et les entreprises ou les ménages auront plus de difficultés à faire cet ajustement, et ça sera plus coûteux. On va rentrer dans le détail, voilà. Effectivement, dans un instant. Peut-être d'abord, Pierre Ribaute, du côté de Veolia, un premier constat, le fait qu'on assiste, on le sait et vous le surveillez de près, à la multiplication d'événements météorologiques extrêmes. Oui, effectivement. Je vais prendre sur la thématique de l'eau. Le dérèglement climatique, parce qu'on peut parler d'un dérèglement actuellement, bouleverse le cycle de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on observe ? D'une part, on sait que l'avantage de la France, c'est un gentil climat tempéré dans lequel on a tous grandi. Mais dans les 2-3 décennies qui viennent, on va vers ce qu'on appelle un climat semi-aride. Donc, qui est le climat qu'a l'Espagne aujourd'hui. C'est la première approximation. Vous m'entendez pas ? Ouais. Okay. Ça m'arrive souvent. Non, je dis, en fait, on passe d'un climat tempéré à un climat semi-aride. Donc, les jolies saisons qu'on a connues, le printemps, voilà, l'été, où on manque d'eau en général, l'automne et l'hiver, où on fait des recharges de nappes, soit par la pluie, soit par la neige dans les montagnes, qui stocke l'eau et qui la relâche quand on en a besoin, c'est-à-dire en été, au printemps, en été, va devenir
en schématisant, il tombera la même quantité de précipitations sur notre pays. Voilà, il n'y a pas de sujet, mais ça va être réparti différemment. Et donc, on va avoir une alternance de périodes de manque d'eau intense prolongée et des périodes de précipitations concentrées. Voilà. Donc, en fait, le problème du cycle de l'eau, ou le problème au sens un peu théorique, c'est la variabilité de ce cycle. Et donc, le monde tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le monde autour de nous, il est construit sur une connaissance empirique du cycle de l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand, prendre une région, par exemple l'Occitanie, parce que je sais qu'elle est chère à au moins 2 personnes autour de la table, l'Occitanie, quand il n'y aura plus, ou quasiment plus de neige dans les Pyrénées, quel est le fonctionnement des barrages pyrénéens qui régulent le débit de la Garonne, par exemple, qui fait qu'il y a de l'eau aujourd'hui dans la Garonne grâce aux barrages pyrénéens? On n'en sait rien en fait. Donc ça, on le voit et on est capable de faire des modélisations. Ça fait maintenant 40 ans que les experts du GIEC mentionnent un certain nombre de choses. On voit maintenant, on sait mieux le modéliser et on l'a vécu en fait en France en 2022. Probablement la majorité des personnes ici étaient là lors de l'été 2022 en France. On a vécu une sécheresse qui était forte, qui n'avait rien d'exceptionnel, mais qui était forte, et des milliers de villages en France ont manqué d'eau. Voilà. Y compris à notre grande surprise. Non pas de la sécheresse, mais on pensait que le système était un petit peu plus résilient et avait des capacités d'absorption de ces chocs. Voilà. Donc l'élasticité est très très faible. Et c'est ça qu'on voit. Donc, que disent les chiffres? C'est à prendre avec des pincettes. Et dans certaines régions, on pourra en reparler, Monsieur Gaulier, c'est encore pire, notamment sur la Garonne. Ça va être quelque chose d'assez dur. On sait que le débit, on calcule que le débit des rivières et des fleuves en France va baisser de 20 à 40% d'ici 2050 par rapport à une période de référence qui est 1990. Et 1990, c'est le monde tel que vous et moi le connaissons. Parce que c'est à peu près pareil. Voilà. Donc ça va être significatif. Et la recharge de nappe, donc l'eau souterraine, ce taux de recharge de nappe va baisser dans les mêmes proportions, entre 15 et 25-30%. Et donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec une variabilité de l'eau, de la ressource, notamment quand on en a besoin et quand il y a des usages particuliers. Pour faire simple à l'équation, c'est en été, en général dans les périodes où il y a un peu de stress hydrique, c'est-à-dire au bord de la mer, il y a plus de touristes. Un touriste consomme en général en France 230 litres par jour, quand un Français consomme à peu près 150 litres par jour. Il y a des choses à faire, voilà. L'agriculture, l'agriculture a besoin d'eau. Il fera plus chaud. Les plantes, quand il fait plus chaud, elles évapotranspirent plus, elles ont besoin de plus d'eau pour grandir. Bon, je vous raconte. Voilà. Maintenant, tout va bien. Il y a des solutions à cette situation-là. Je prends par exemple des pays qui ont vécu le climat qu'on va avoir à peu près avant nous. Il n'y en a pas très loin. L'Espagne. On prend souvent ça comme modèle. Alors, il y a des grands scientifiques autour de la table, donc je ne veux pas être dans les approximations. On va revenir aux solutions un peu plus tard. Mais le constat, effectivement, est là et on voit que tout cela a un coût considérable. On va voir comment, effectivement, la facture s'alourdit à mesure que l'inaction se perpétue. Ce que vous avez observé, Olivier Deborne, c'est que le dérèglement climatique a déjà un impact sur le comportement des banques et des conséquences, par exemple, sur l'octroi de crédit. Oui, effectivement. Alors, le deuxième partie du mandat de la Banque centrale, à côté de l'inflation, la maîtrise des prix, et la stabilité monétaire. Et donc, comme je l'ai dit, les chocs climatiques ont des impacts inflationnistes. Là, on pourra en parler, on pourra donner des références sur les nombreux travaux qui ont été faits à la Banque de France et dans le cadre du NGFS. Mais l'autre partie du mandat, c'est la supervision. Et donc, on observe déjà quelles sont les conséquences de cette situation au point de vue des banques. Et donc, une des questions qui se pose, c'est de savoir si cette transition se fait déjà ou se fait de façon suffisante.
hein, et je pense que donc on a mené des travaux auprès des plusieurs types de travaux pour essayer de voir un petit peu dans quelle mesure est-ce que les acteurs financiers prenaient en compte ce changement climatique déjà de façon au moins partielle, peut-être pas de façon totale. Et donc il y a plusieurs travaux qui ont été menés, et donc une des conséquences, un des facteurs, un des éléments pour mesurer la réaction des banques, c'est de regarder dans quelle mesure est-ce qu'elles peuvent tarifer ce risque supplémentaire lié au changement climatique. Hein. Et donc, tarifer, ça signifie prendre en compte le fait qu'il y a plus de risques dans des activités brunes que par rapport aux activités vertes, donc évidemment avec un continuum. Et donc, là, je fais référence à donc, ce qu'on observe. Donc, j'avais fait un bilan de la littérature économique, académique, dans ce domaine, et on voit que les banques ne prennent en compte que de façon modérée. Alors, il y a le risque de transition, qui est donc le risque lié à la mise en place de toutes les politiques qui sont pour lutter contre le changement climatique, et puis le risque physique, c'est donc ce qui était expliqué, à savoir les catastrophes naturelles, le réchauffement progressif des températures, l'augmentation progressive des températures, et tout ça, en moyenne générale, ça donne des augmentations des spreads de crédit ou des spreads sur les obligations corporate de l'ordre de 50 à 60 points de base. Donc les spreads, il faut expliquer que c'est l'écart, c'est-à-dire l'écart par rapport à un taux d'intérêt qui est neutre, sans risque. Quel est le supplément de risque qui est facturé par les banques? Là, on donne quelque chose qui est de l'ordre de 50 à 60 points de base, qui est quand même relativement faible, qui est non négligeable. Donc, on voit déjà qu'il y a une tendance à prendre en compte ce risque, mais qui est certainement beaucoup trop faible par rapport à l'urgence de la situation. Et d'autres études ont montré aussi que quand on regarde, par exemple, on a regardé l'impact sur dans la distribution, c'était le volume de crédit, en distinguant, en regardant au niveau des entreprises françaises, comment est-ce que la distribution du crédit est moins dynamique dans les activités, dans les secteurs qui sont plus exposés à la hausse des températures. Et là, il faut distinguer entre, c'est une distinction traditionnelle, ce qu'on appelle le risque chronique, c'est-à-dire la hausse progressive des températures, et le risque aigu, c'est-à-dire les canicules. Et donc, c'est deux choses très différentes. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ça ne touche évidemment pas les mêmes entreprises. Quand on regarde le risque aigu, ça touche évidemment plutôt des entreprises qui, en France, là, c'est on regarde en limite au côté de la France, ça touche les entreprises dans des zones déjà chaudes et qui ont un supplément de température, donc c'est plutôt le sud-ouest, le sud-est, un petit peu le centre, qui sont victimes de chocs importants, et mesurent les chocs par rapport à la moyenne des années précédentes. Quel a été les suppléments de ces chocs, donc dans des queues de distribution importantes, donc les 10% les plus élevés. Hein, on voit que c'est ces zones-là qui sont touchées. Par contre, le risque chronique, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça touche des entreprises qui sont plutôt, alors le sud évidemment touché, mais aussi le nord et le nord-est de la France. Hein, on voit que il y a deux types de chocs qui apparaissent face à la montée des températures, et on observe que ces deux chocs ont un impact à la réduction de l'offre de crédit des banques, en faisant des études un peu statistiques, économétriques un peu sophistiquées, auxquelles on compare à des échantillons témoins. On observe qu'il y a effectivement le début de la réalisation par les banques qu'il y a un risque qui se produit, et ce risque les conduit à octroyer plutôt des crédits à court terme plutôt qu'à long terme, donc la substitution du court terme au long terme. Donc les banques ne s'engagent plus à long terme mais plutôt à court terme. Elles réduisent le montant des crédits, et certains secteurs sont plus touchés que d'autres. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une étude qui était faite montrant que ce n'est pas les mêmes secteurs et, comme j'ai dit, pas les mêmes régions qui sont touchées selon le type de risque qui se manifeste du côté des températures. Réduction de l'octroi de crédit, alors qu'évidemment, on n'a jamais eu autant besoin du crédit pour atténuer et financer, atténuer les chocs, financer l'adaptation. Et c'est un point très important que vous soulevez, qui est celui de l'inégalité des chocs en fonction des territoires, des entreprises. Aujourd'hui, qui paye le prix de l'inaction climatique? Christian Gaulier, tout le monde n'est pas frappé de la même façon selon sa classe sociale, son territoire notamment.
Alors là, je vais peut-être, pour répondre à cette question, passer à une autre échelle, à l'échelle du monde. La France est un pays qui sera bien touché par le changement climatique, mais évidemment, on n'est pas le pays le plus vulnérable parce que nos conditions économiques sont plus prospères que d'autres pays. Il y a un terrible enjeu lié à ce qui va se passer autour d'Équateur, quoi, et qui sont plutôt des pays en développement. Et donc, la perte de productivité agricole en particulier, mais aussi la productivité du travail, due au réchauffement, due aux vagues d'événements climatiques extrêmes, tout ça va faire que ce sont des pays qui vont beaucoup souffrir. Et donc, voilà, il y a à tout ceci, au phénomène d'augmentation des dommages climatiques dans le monde, se rajoute le fait que ce sont les citoyens du monde les plus modestes qui vont souffrir le plus. Donc, il y a une augmentation des inégalités due au changement climatique qui est un sujet difficile dans les négociations internationales, parce que vous le savez, le Sud réclame des moyens financiers à la fois pour s'adapter, mais aussi pour transformer leur mode de production électrique pour qu'elle soit moins carbonée, parce que si le Sud se développe comme l'a fait le Nord sur la base des énergies fossiles, ça ne sera pas plus 1,5, ça ne sera pas plus 2, ça sera plus 3, ça sera plus 4 degrés d'ici la fin du siècle. Donc là, et vous le voyez bien, depuis plusieurs COP, les COP échouent systématiquement ces dernières années parce que le Nord peine à trouver les moyens financiers pour compenser, pour soutenir à la fois l'adaptation, mais aussi les réductions d'émissions, des efforts de réduction d'émissions de CO2 dans le Sud. Et ça fait capoter la plupart des COP. Donc, je parlais de la sortie des accords des États-Unis, des accords de Paris, mais le fait que le Nord a échoué jusqu'à maintenant à transférer des moyens financiers vers le Sud pour que le Sud puisse s'adapter comme pour accéder à des sources d'énergie pas trop chères pour se développer, comme l'Europe et les États-Unis l'ont fait depuis 2 siècles. On a utilisé du charbon, du pétrole et du gaz naturel qui étaient très peu chers pour nous développer. C'est une des origines de l'extraordinaire prospérité du Nord ces 2 derniers siècles. Et si on dit au Sud, mais non, mais vous, nous on l'a fait, mais nous, vous ne pourrez pas le faire, on a un vrai problème de morale et éthique à gérer. Et à l'échelle de la France, Pierre Ribaud, si on parle de stress hydrique ou d'inondation, là encore, tout le monde ne supporte pas les coûts de l'inaction climatique de la même façon. Non, effectivement. Alors, il y a quand même 2 sujets. Le sujet du manque d'eau. Et il faut prendre ça avec des pincettes, mais probablement aujourd'hui on est mieux armé à y répondre qu'au problème du trop d'eau. Donc les solutions pour gérer. Pardon, oui, je vois. Les solutions pour gérer le manque d'eau sont beaucoup plus accessibles. On a beaucoup plus de références, d'expériences à l'échelle, y compris sur des pays qui ont connu le manque d'eau avant nous. Et qui malgré tout continue à avoir une qualité de vie tout à fait acceptable sans avoir une inflation insupportable, continue à avoir une agriculture compétitive, un tourisme et une industrie qui se développe. Donc c'est-à-dire que le chemin de l'adaptation au pas assez d'eau est mieux maîtrisé, je dirais, que le chemin de l'adaptation au trop d'eau. Et pour les acteurs économiques, alors le manque d'eau c'est un problème. Mais le trop d'eau, je dirais, est presque encore plus grave en termes de conséquences, notamment pour une industrie. On le voit bien pour chacun d'entre nous dans notre vie. Si on se dit si la maison est inondée, on voit bien ce que ça veut dire. C'est un vrai problème. Pour un industriel, c'est pareil. C'est-à-dire que non seulement il va devoir arrêter sa production, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à, imaginez une industrie qui manque d'eau, elle arrête sa production, c'est un vrai problème. Ça ne redémarre pas comme ça, c'est un vrai problème. Le trop d'eau, c'est pareil. Il ou elle arrête sa production, c'est un problème, met du temps à la redémarrer. Mais en plus, ces machines, il les met à la poubelle. Et moi, j'ai déjà rencontré des industriels qui disent, en fait, Pierre, on a subi une fois une inondation. Là, c'est la 2e fois. On déménage. On s'en va. Ils s'en vont du territoire.
Donc, effectivement, les acteurs ne le portent pas, le vivent pas de la même façon. Sachant, pardon de vous couper, oui. mais que selon la Cour des comptes, en matière d'inondation, pour 1 euro dépensé en prévention des risques, on économise 3 euros de dommages. Donc, c'est un chiffre très clair pour prouver que l'action coûte moins cher que l'inaction. L'action coûte moins cher que l'inaction. Les Français le savent. C'est-à-dire que l'opinion publique qu'on monitore, nous, régulièrement, elle est prête, et beaucoup plus prête souvent qu'un certain nombre d'acteurs. Voilà, donc nous, ils nous ont éclairé sur un certain nombre d'usages. Par exemple, les Français sont prêts, face au manque d'eau, à consommer des produits d'agriculture qui sont irrigués avec de l'eau recyclée, c'est-à-dire des eaux usées, traitées, recyclées, à plus de 80%. Ils sont même prêts à la boire. On n'est pas encore rendu là. Mais il y a déjà une expérimentation en France, en Vendée, avec le programme Jourdain, dont vous avez peut-être entendu parler, sur les sables d'Olonne, qui consiste à prendre les eaux usées de la station d'épuration des sables d'Olonne, qui sont déjà traitées, et à les affiner avec des traitements membranaires pour garantir une qualité d'eau, je dirais, parfaite. Cette eau est ensuite remontée dans un réservoir et va alimenter de façon indirecte la production d'eau potable de cette région-là de la Vendée. Tout simplement parce qu'ils n'ont plus assez de ressources naturelles pour faire face au pic de l'activité touristique. Et donc là, c'est une décision, c'est pour préserver la qualité de vie, l'activité économique du territoire, le tourisme. Le Vendéo, l'opérateur, a décidé, avec le département, de lancer ce grand programme. Voilà. Donc, je dirais sur les acteurs, effectivement, c'était votre question. Il y a des, ils ne sont pas tous égaux. Il y a les industriels montrent qu'ils sont capables de bouger. Voilà. On voit aussi dans le tourisme des acteurs, l'hôtellerie, qui, avec les chiffres que je donnais tout à l'heure, 230 litres, 148 litres, et puis le fait en fait que s'il n'y a pas d'eau dans un centre récréatif de tourisme, c'est un problème en fait. Hein. Les touristes sont pas satisfaits, ils doivent se prendre en main. Mais vous l'avez évoqué, en fait, le paradoxe, c'est que c'est très compliqué de se rendre compte. Ça va être quoi la réalité? Ouais. J'écoutais votre réflexion là tout à l'heure sur des prêts déjà qui commencent à s'adapter. Mais en fait, il y a déjà des territoires qui bloquent, qui grippent à certains endroits, y compris du point de vue de la démographie. C'est-à-dire, il n'est plus possible dans certains territoires d'accueillir de nouveaux habitants. Pourquoi? Soit parce que la ressource en eau n'est pas suffisamment disponible, soit parce que les systèmes d'assainissement ne sont pas mis à niveau. Ça, c'est un autre sujet qui est davantage réglementaire. Ça, c'est là pour la population. Mais c'est déjà arrivé, notamment dans le nord de la France. On souhaite réindustrialiser notre pays, et c'est, je pense, une bonne idée, effectivement, notre pays a beaucoup d'avantages pour accueillir de nouvelles industries. Et à cette époque-là, nous, on a eu des clients qui sont venus, qui nous ont dit, mais en fait, l'industriel, un grand brasseur du Nord, qui souhaitait relocaliser des chaînes de production en France et qui n'a pas pu le faire parce qu'il n'avait pas assez de ressources. Et oui. donc là, il y a quand même en termes de... ce sont entre guillemets, des petites choses à l'échelle du pays, mais au niveau local, c'est un vrai problème de développement. Et donc ça, on voit ces mouvements qui se mettent en place. Et ce qui est très dur, je vais revenir là-dessus, c'est... je partage ce que vous avez évoqué sur le fait qu'il n'y a pas de temps à perdre et qu'il faut avancer. Pourquoi? Parce que ce temps-là, on ne le récupère pas. On ne va pas être capable les années qui sont perdues, où on n'a pas pris de décision sur un programme, quelque chose à faire, on ne peut pas les réinventer. Et je vais juste donner un exemple. À quoi ressemble le monde dans 10 ans? Eh bien, le monde dans 10 ans, à peu près, il ressemble exactement au monde d'aujourd'hui, du point de vue des infrastructures de l'eau. Parce que le temps qu'on met à financer, décider, réaliser, mettre en service une infrastructure un peu complexe, je ne dis pas refaire un caniveau dans une ville, ça met 10 ans. Donc tout ce qui n'est pas décidé aujourd'hui ne sortira pas de terre avant 2035. Sachant qu'on pourrait s'attendre évidemment à voir sur la carte du stress hydrique, on s'attend à voir l'Espagne, on s'attend à voir l'Italie, mais aujourd'hui, selon le dernier rapport de l'Agence européenne de l'environnement, le stress hydrique touche 30% du territoire européen, 34% de la population, et on voit apparaître des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark. Donc c'est suffisamment inquiétant pour qu'on cherche à évaluer ces coûts de l'inaction climatique. Et je me tourne vers vous, Christian Gaulier, sur
les difficultés justement à évaluer ces coûts, comment est-ce que les économistes parviennent à estimer la facture climatique? Oui, excellente question. C'est au centre de mes recherches depuis 30 ans. Mais avant ça, si vous permettez, je voudrais réagir à ce que Pierre vient de dire. Une partie du problème du stress hydrique, du manque d'eau, pour dire les choses simplement, c'est qu'il y a du gaspillage dans l'usage de l'eau. On va venir aux Quand dans solutions. le sud-ouest, on continue à faire pousser du maïs qui a la spécificité de demander beaucoup d'eau parce que son stress hydrique est en juillet, quand justement il n'y a plus d'eau dans le secteur, on se dit qu'il y a un petit problème. Et ce gaspillage, il est lié au fait qu'il y a un problème de tarification de l'eau. La rareté n'influence pas. La rareté devrait influencer les consommateurs d'eau à réagir et à s'adapter et à réduire leur consommation, mais comme le prix reste nul pour beaucoup d'acteurs en France en particulier dans le monde de l'agriculture, il n'y a pas d'incitation à mieux gérer la ressource quand elle est rare. Bon, Ça commence et on va l'évoquer. Oui, pardon, excusez-moi. Non, pas de souci. Donc, je reviens à votre question. Oui, c'est un sujet terrible parce que la question de quel est le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, c'est qu'on va émettre du CO2, si je reprends le climat, on va émettre du CO2 et les dernières informations scientifiques qui viennent ces dernières années du monde de la climatologie, c'est que ce CO2, il va rester beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait dans l'atmosphère. En fait, le cycle du carbone, il est très très long. Une partie du carbone que vous allez émettre va être recyclée par la photosynthèse, une autre partie va être recyclée dans les océans qui vont s'acidifier parce que sa concentration en carbone va augmenter. Et ça, en fait, c'est un processus extrêmement lent. Donc le CO2 que vous allez émettre aujourd'hui, il va rester pendant des siècles dans l'atmosphère. Et donc l'augmentation de concentration de CO2 que nous connaissons depuis un siècle maintenant, et qui s'est accélérée ces dernières années, qui s'est accélérée considérablement, malgré les chiffres pour l'Europe qui sont très, très bons, mais qui, au niveau de l'humanité, sont désastreux, les fuites de carbone. Donc le problème, c'est que cette augmentation de concentration va effectivement avoir un impact climatique important, et puis il se pose la question de savoir quelles sont les conséquences de ce changement climatique. J'ai déjà cité, on a beaucoup parlé de l'eau, mais j'ai rapidement cité tout à l'heure la perte de productivité agricole, la perte de productivité du travail, quand vous travaillez dans un contexte de température élevée, quand vous écartez beaucoup un bon niveau de température ambiante, le cerveau il est habitué à fonctionner optimalement à une température comprise en une température atmosphérique comprise entre 18 et 22. Quand vous vous écartez beaucoup de cette zone-là, eh bien, on constate que la productivité, votre cerveau travaille moins bien. Quand on fait passer des examens à Toulouse à des étudiants dans une salle qui n'est pas climatisée en été, eh bien, les résultats des examens sont moins bons. Et ça, on le fait on fait des expériences dans beaucoup d'endroits du monde et c'est bien confirmé. Donc on perd en productivité, donc on perd en richesse, on perd en capacité de création de valeur sociétale. Nos sociétés à l'avenir seront confrontées à cela. Et puis on a aussi toutes les conséquences sur la biodiversité, sur les services réalisés par les écosystèmes. Voilà, et tout ça, c'est les économistes depuis 30 ans, et le nom de référence là-dedans, c'est William Nordhaus, prix Nobel d'économie 2018, qui est l'université de Yale, avec qui j'ai travaillé à l'époque, à chercher à mesurer, quand vous émettez une tonne de CO2 aujourd'hui, quel est le flux sur les 6 prochains siècles des dommages qui vont engendrer. Alors le problème, c'est que quand vous engendrez des dommages à 2 siècles, c'est moins grave que quand vous engendrez des dommages pour demain. C'est pas le banquier à ma gauche qui va dire le contraire. On actualise, on va dire les dommages dans très long terme sont moins importants que les dommages à très court terme. Et puis l'être humain, il n'est pas programmé pour tenir compte beaucoup des effets à long terme. Quand vous connaissez peut-être le jeu du marshmallow, dans l'expérience de marshmallow. Non, vous connaissez pas? Mais tapez expérience de marshmallow sur Google, vous trouvez des choses assez intéressantes. Vous donnez à un enfant un marshmallow dans une salle, donc l'enfant est seul dans une salle, dans un bureau, et on lui donne un marshmallow, et l'expérimentateur lui dit: je reviens dans un quart d'heure, et si le marshmallow est encore là, je te donnerai un deuxième marshmallow. Et alors vous avez des caméras qui, c'est très intéressant à regarder avec les enfants qui
qui touchent le man. Et puis finalement, à bout de 10 minutes, ils ne peuvent pas résister, ils mangent le marshmallow. Et l'expérience va plus loin. Je crois qu'on estime qu'un enfant a plus de chances de réussir dans la vie s'il réussit à ne pas manger le marshmallow. Exactement. Donc on fait, comme ces expériences ont été faites il y a 30 ans, on constate 30 ans plus tard que les enfants qui ont réussi à garder le marshmallow pour avoir le deuxième marshmallow réussissent mieux dans la vie, ils sont plus heureux en couple, ils sont ouais. Non, tapez expérience de marshmallow, je vous conseille. Et donc voilà, on est du coup, les trucs, les conséquences à long terme, on les pénalise avec un taux d'actualisation dont le niveau est un vaste débat sur lequel je n'entrerai pas, qui est mon domaine de recherche, lequel j'ai une certaine réputation internationale. Et donc, quand on fait tous ces calculs, William Nordos a longtemps pensé qu'il fallait mettre le coût de l'inaction, c'était autour de 20 € la tonne de CO2 évitée. Mais maintenant, on a révisé tout ça parce qu'en fait, on a réalisé que Nordos sous-estimait très largement tous ces impacts. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 250 € la tonne de CO2. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais si je le reporte en litres d'essence, un litre d'essence, ça émet, quand vous brûlez un litre d'essence, ça émet 2,4 kg de CO2. Donc, on est plutôt autour de 50 centimes le litre d'essence. Donc, quand vous brûlez dans votre moteur 1 litre d'essence, eh bien, vous êtes responsable de 50 centimes de dommages sur 6 prochains siècles, actualisé, un taux d'actualisation de 4%. Voilà, donc 250 €, c'est le coût de l'inaction. Maintenant, évidemment, j'imagine que votre question suivante, mais ça sera quel est le coût de l'action ? Et on va en parler absolument, mais peut-être un mot du côté de la Banque de France, Olivier Debante. Il y a eu un rapport sur la stabilité financière qui est paru en juin 2025, qui estime qu'un scénario de statu quo entraînerait une perte de 11,4 points de PIB à l'horizon 2050. Alors, une première question sur cette évaluation-là, et puis peut-être une deuxième sur le fait qu'il y a beaucoup de travaux qui évaluent les effets du changement climatique, mais beaucoup moins sur les liens entre l'activité économique et la biodiversité. Voilà. Est-ce que c'est parce que c'est plus difficile à évaluer ? Les deux sujets sont difficiles, donc effectivement, Christian l'a dit, voilà comment on évalue effectivement le coût, il y a des mesures qui sont prises, et nous, comme j'ai commencé à en parler, on a des modèles macroéconomiques qui permettent de tester des scénarios dans lesquels on met en place, on regarde un petit peu quel est l'impact d'une politique de transition qui conduirait à mettre en place un prix du carbone. Alors on arrive effectivement à des niveaux de prix du carbone comparables à ceux qu'évoque Christian pour simuler quel est l'impact du plan du programme européen d'arriver au net zéro en 2050. Et là, on observe que voilà, les coûts sont, comme j'ai dit, c'est mise au rebut de certains matériels, perte de qualification, qui font que tout ça, ça coûte de l'argent et ça a un impact sur l'inflation. Et effectivement, le fait de ne pas avoir de mesures, de ne pas mettre en place des politiques qui sont actives, ont un impact beaucoup plus important en matière d'activité. Donc, de toute façon, le changement climatique qui est engagé compte tenu du stock d'émissions passées font que les températures augmentent mécaniquement, mais on peut ralentir cette augmentation de température si on bloque les émissions à un moment donné, au bout d'un certain temps, parce qu'elles continueraient toujours à avoir leurs effets. Et donc, c'est effectivement ça qui donne ces chiffres que vous avez évoqués, à savoir 15% de baisse du PIB si on ne fait rien à l'horizon 2035. Alors, en ce qui concerne la biodiversité, effectivement, la question de savoir... donc, le changement climatique, c'est facile. On a une mesure qui est sur les émissions. Pour la biodiversité, comme était évoqué, la biodiversité de ce qu'on appelle maintenant la nature, parce qu'on dit que la biodiversité, c'était un aspect du changement, mais il y a aussi tous les autres paramètres au niveau le cycle de l'eau, la concentration de différents gaz dans la nature. Tout ça, c'est ce qu'on maintenant on parle le changement dans la nature. Et tout ça, c'est effectivement très très compliqué parce qu'il y a de multiples indicateurs, multiples dimensions. Et puis, il
il y a la dimension locale, c'est souvent des évolutions très, très locales qui font que la biodiversité, c'est un phénomène très local et les actions doivent être menées au niveau local, donc c'est difficile de les mesurer. Mais la question aussi, c'est de voir un peu quels sont les services qui sont rendus, les services écosystémiques, comme il était évoqué, que rend la nature à l'économie. Hein, et donc, là, je peux citer les travaux à nouveau le NGFS, ou le réseau sur le verdissement du secteur financier, qui a établi ce qu'on appelle un cadre conceptuel dans lequel ils ont regardé un petit peu quels sont l'enchaînement. Donc, je vous invite à regarder si ceux qui sont intéressés, je vous donnerai les références du NGFS. Ils ont fait paraître en 2023. Et puis, ils travaillent depuis maintenant sur un cadre conceptuel dans lequel on essaie de comprendre quelles sont les interactions entre la nature et l'économie. Et la deuxième phase, c'est de voir un peu quelles sont les conséquences de l'économie sur le secteur financier. Hein, voilà. Et donc, si on regarde uniquement la première étape, qui est de regarder, on regarde un peu quels sont les canaux de transmission, les canaux d'action de l'un sur l'autre, et les rétroactions. Hein, parce que ce qu'on voit, c'est que l'économie se nourrit de la nature, mais en sens inverse, l'économie peut, par certains aspects, la pollution dégrade l'environnement. Donc il faut voir un peu comment est-ce qu'on peut comprendre un peu les interactions avant de prendre des actions, comme une tarification par exemple, en disant voilà, ça vous coûte tant. Là, c'est très très compliqué, c'est encore plus compliqué au niveau des services écosystémiques que du changement climatique. Hein, avec des interactions qu'on peut avoir entre les deux, évidemment, parce que tout ça, c'est pas des choses qui se rajoutent, c'est des choses qui doivent être cohérentes, hein, qu'on puisse travailler sur l'évolution de la nature. La nature, comme il a été dit, est aussi affectée par le changement climatique. C'est une de ces dimensions. Hein, donc maintenant, la tendance, c'est d'essayer d'avoir une vision globale des changements, à la fois du côté de la nature et du côté du changement climatique. Donc il y a d'un côté le coût de l'inaction climatique et auquel on compare, Christian Gaulier, le coût de la transition. Comment est-ce qu'on évalue ce coût de la transition ? D'abord, ça c'est mon chapitre 1, chapitre 2, coût de l'inaction, chapitre 1, coût de l'action. Et donc évidemment, ça marche, oui. Oui. Ça clignote. Ah, ok, super, génial. Donc, oui, face au coût de l'inaction, je vous ai dit 250 € la tonne de CO2, on est à peu près d'accord des deux côtés de l'Atlantique, en tout cas les scientifiques, pas les politiques, mais les scientifiques des deux côtés de l'Atlantique sont d'accord pour dire on est autour de 250 € la tonne de CO2 évitée. Ça, c'est le coût de l'inaction. Le coût de l'action, ben oui, alors c'est un peu. J'entends souvent le coût de l'action est moins élevé que le coût de l'inaction. C'est pas exactement. C'est vrai pour beaucoup d'actions, mais c'est pas vrai pour toutes les actions. En fait, une des problématiques du changement climatique, c'est que pour réduire nos émissions de CO2, comme l'énergie est au centre de nos vies et de nos façons de produire, il y a une myriade de possibilités de réduction des émissions de CO2. Vous pouvez décider de réduire votre vitesse sur autoroute, vous pouvez décider de baisser votre thermostat, vous pouvez décider de prendre des transports en commun plutôt que votre voiture individuelle, le train plutôt que la voiture, et puis les grands gestes, vous pouvez décider d'acheter une voiture électrique, vous pouvez décider d'investir dans l'isolation de votre logement, vous pouvez, pour les entreprises, décider de basculer d'un acier brun utilisant du charbon par un acier vert qui utilise de l'hydrogène vert, l'hydrogène produit avec de l'électrolyse issue de l'électricité venant des panneaux photovoltaïques. Vous voyez que c'est une transformation radicale du monde de la sidérurgie. On peut décider d'essayer de réduire les émissions de CO2 du secteur du ciment. Chacun de ces deux secteurs, un ciment et sidérurgie représentent 8% des émissions mondiales. Donc agir sur ces deux secteurs, c'est une chose importante. 4% pour les émissions de transport aérien. Donc là ici, essayer d'agir venant de Toulouse, évidemment, c'est un sujet important pour la Toulouse School Economics, comment réduire les émissions de CO2 liées au transport aérien. Il y a aussi là 36 façons. Vous pouvez décider de ne plus prendre l'avion et puis vous pouvez essayer de convaincre Airbus de fabriquer des avions qui émettent moins de CO2. C'est ce qu'elle a fait. Airbus, depuis 20 ans, a beaucoup réduit les émissions de CO2 grâce à une optimisation de l'architecture de ces avions, etc., etc. Et donc, toutes ces actions ont chacun des coûts qui peuvent être très différents. Je vais vous prendre deux exemples. Le premier exemple,
faire disparaître le charbon du mix électrique européen. Aujourd'hui, 80% de l'électricité polonaise est fabriquée avec du charbon, 35% de la production électrique en Allemagne est encore produite avec du charbon. Le charbon est la catastrophe, toute catégorie confondue des émissions de CO2. Ça émet 2 fois plus de CO2 par kilowattheure produit que quand on utilise du gaz naturel, par exemple, pour produire de l'électricité. Voilà. Remplacer en Europe le charbon par le gaz naturel, c'est un coût qui est autour de 40-50 euros la tonne de CO2. Le charbon est un peu moins cher que le gaz naturel, donc quand vous basculez de l'un à l'autre, vous augmentez les coûts, mais évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le charbon émet 2 fois plus de CO2 que le gaz naturel, basculer de l'un à l'autre réduit aussi l'émission de CO2. Quand vous faites le rapport des deux, vous avez un coût par tonne de CO2 évité autour de 45 euros la tonne de CO2, que vous devez comparer aux 250 euros la tonne de CO2 quand vous ne faites pas l'effort de basculer de l'un sur l'autre. Et donc, vous voyez que là, évidemment, l'analyse coût-bénéfice donne clairement le cap en disant il faut absolument qu'en Europe, on arrête de produire de l'électricité avec du charbon. Ça ne coûte que 45 euros, c'est 5 fois moins cher que le coût de l'inaction, le coût de ne pas changer. Donc ça, c'est complètement clair. Le pompe à chaleur, c'est un peu, vous avez les mêmes ordres de grandeur. Il y a d'autres petits gestes ou d'autres grands investissements qui sont par contre beaucoup plus coûteux par tonne de CO2 évité. Quelques exemples, réduire sa vitesse de 130 à 110 km/h. Quand vous mettez une valeur sur le temps perdu, vous êtes plutôt autour de 1 000 euros la tonne de CO2 évité. Les voitures thermiques, en fait, sont à peine moins énergétiquement efficaces à 110 qu'à 130 km/h. Et donc, le gain en termes de réduction d'émissions de CO2 par kilomètre parcouru est assez réduit. Et donc, vous avez des coûts très importants. D'autres exemples, transformer aujourd'hui l'acier brun par de l'acier vert, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a des coûts qui sont aussi autour de 1 000 euros par tonne de CO2. Donc aujourd'hui, étant donné un coût de l'inaction à 250 euros, il ne faut pas faire des actions à 1 000 euros. Donc vous voyez que les économistes qui essayent d'observer les coûts et les bénéfices d'action et d'inaction sont capables de vous dire où devraient être les priorités. Les priorités seraient d'aller chercher les actions à court terme qui sont les moins coûteuses par tonne de CO2 évité, parce que j'imagine qu'on va en parler. La première éthique de l'acceptabilité sociale de la transition, elle ne pourra être réduite que si on parvient à réduire les coûts de la transition, et ces coûts sont importants. Juste pour terminer, quand je parle de 130-110 km/h, je sais que c'est un sujet de conflit important dans notre société. La Convention citoyenne pour le climat avait milité pour le 110, et puis Emmanuel Macron s'y opposait. Ce que je viens de dire en disant c'est 1 000 euros la tonne de CO2 évité de réduire sa vitesse de 130 à 110, en fait, ce que ça veut dire, c'est pas qu'il faut continuer à rouler à 130 sur l'autoroute, c'est qu'il faut prendre le train ou les transports en commun, ou le bus ou le covoiturage, parce qu'en particulier en France, en moyenne, il y a que deux passagers dans une voiture, Et donc ça, c'est une perte considérable. Et ces travaux des économistes, Pierre Ribot, sont très utiles, notamment quand on s'appuie sur ce que les économistes appellent le signal prix. Par exemple, on peut payer plus quand la ressource est plus rare. Ça, c'est ce qui se passe justement dans la métropole de Toulouse, où l'eau est plus chère l'été et moins chère l'hiver. Ça marche pour contrôler la consommation et lutter contre le gaspillage? Oui, ça marche. Les tarifications progressives, en gros, par exemple, ceux qui consomment plus par tranche, par exemple, payent plus, incitent évidemment les gros consommateurs, qui sont souvent des acteurs économiques, industriels ou touristiques, à avoir des actions. Voilà. Et on voit, et nous on les accompagne d'ailleurs, à travailler sur leur réduction de leur empreinte eau. Donc ça fonctionne effectivement, et pour ça, il faut bien compter, voilà, et savoir compter à peu près n'importe quand. C'est-à-dire, c'est pas un compteur classique qui est au fond du jardin ou dans la cage d'escalier, pas accessible. Ce sont les innovations que nous déployons permettent d'accéder aux consommations en temps réel sur son téléphone. Donc là, effectivement, une fois qu'on a ça, ce sont des capteurs intelligents, communicants. Ils ont d'autres bénéfices, Ils permettent par exemple de détecter les fuites après compteur, donc ce qui sont à la fois une perte de ressources significative, c'est plusieurs millions de mètres cubes d'eau par an, et économique pour les maisons, parce que quand il y a un dégât des eaux chez soi, une chaudière qui fuit, ça provoque en général un désagrément des travaux, des surcoûts.
voilà, qui sont aussi assurés. Donc ça a beaucoup de bénéfices, mais une fois qu'on a installé ces compteurs intelligents communicants, eh bien on est capable de dire, voilà, de telle période à telle période, on va payer tant, ou de telle consommation à telle consommation, on va payer tant. Et ce qu'on observe, c'est que le couplage des deux, c'est-à-dire la connaissance de la mesure, la responsabilisation de l'usager en lui donnant accès à sa consommation, donc qu'il puisse gérer de façon volontaire sa consommation, d'une part, et le signal prix, qui doit être quand même significatif, ont un impact sur les consommations, et nous on le voit. Donc il y a des territoires qui mettent en place en général des tarifications progressives, parfois des tarifications saisonnières, vous l'avez évoqué pour la métropole de Toulouse, pour qui nous avons mis ça en place en 2024, ce qui était une prouesse en termes d'exploitation, de mettre ça aussi vite en place en quelques mois à peine pour l'été 2024. Ou des tarifications, je dirais, climatiques éco-solidaires, c'est-à-dire qui embarquent aussi une dimension de solidarité. On observe des baisses de consommation significatives chez quasiment tous les usagers. Donc ça fait partie, le signal prix est un moyen d'absorber le choc avec une politique de sobriété. C'était d'ailleurs le sens de l'initiative citoyenne presque. Je regarde Romain qui est dans la salle, qu'on a lancé en 2023, qui s'appelait Écodo, voilà, pour préserver les réserves et la ressource en eau, qui visait et qui vise toujours à engager des projets de territoire de sobriété. Pourquoi ? Parce qu'un petit peu comme on l'évoquait, sur le sujet climatique, sur le sujet de l'eau, l'agenda de l'eau, c'est plutôt un agenda d'adaptation qu'un agenda de réduction. La facture d'eau, l'eau pour les ménages en France, c'est moins d'1% de l'empreinte carbone d'un ménage. Donc, évidemment, on travaille sur la réduction de l'empreinte carbone, mais on a la chance de bénéficier en France d'une énergie très bas carbone. Mais l'agenda, c'est l'agenda d'adaptation. Et donc là-dessus, en fait, ce que je voulais dire, c'est on a des éléments de constat et ensuite il faut passer à l'action. Et c'est parfois un peu compliqué parce qu'on se dit j'ai encore besoin de plus de données. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas plus, mais j'ai besoin de plus de ci, de plus de ça. Mais il y a une question quand même centrale, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et donc nous, là, on revient à des choses très pragmatiques, très terre à terre, des principes un peu de bon sens paysan. Et on se dit deux choses. On se dit l'eau est trop précieuse pour être gâchée. Et donc c'est tout le travail sur la sobriété, les fuites, les rendements, c'est-à-dire ne pas gaspiller l'eau, voilà. Et l'eau est trop précieuse pour n'être utilisée qu'une seule fois. Et quand on sait qu'il faut à peu près 3 jours à une goutte d'eau qui tombe dans les Pyrénées pour terminer dans l'Atlantique, on voit bien qu'on se dit qu'on a intérêt à essayer de garder toute l'eau qui tombe sur notre territoire un maximum de temps. Et ça amène à des solutions maîtrisées aujourd'hui de type recyclage des eaux. Voilà. Donc, évidemment, il ne faut pas gaspiller, mais aussi il faut être capable de recycler. Et un peu quelques principes. Parce que vous l'évoquez, qu'est-ce qu'on fait en premier ? Par quoi on commence ? Moi, il y a le schéma intelligent, voilà, et puis il y a le schéma pragmatique. Et donc, il faut faire l'intelligent de façon pragmatique, mais déjà, faisons le pragmatique. C'est-à-dire, moi, j'ai tendance à dire, on commence par où on peut commencer en fait. Et comme l'eau, c'est un sujet local, et c'est un sujet de consensus, et qu'il y a un équilibre en place avec différents acteurs qui ont peut-être des points de vue différents, c'est quoi le premier pas qu'on peut faire dans la bonne direction ? Et il y a tout un tas de pas qui vont dans la bonne direction. C'est en gros autant de briques qu'on peut empiler pour essayer de construire, ici il y a beaucoup de châteaux, mais la forteresse qui va préserver la ressource en eau de notre pays. Donc, les enjeux de tarification, ça naît. Les enjeux de mieux compter, ça naît. Les enjeux de travailler sur les fuites, la recherche de fuites, la réparation de fuites, la rapidité de réparation de fuites, qui est un élément important de la performance d'un système d'eau, ça n'est un autre. Investir dans le patrimoine réseau enterré qu'on ne voit pas, qui fuit parce que, par exemple, il est trop vieux, vieillissant, c'est aussi une bonne solution. Faire du recyclage des eaux usées, c'est une bonne solution. Donc, en fait, l'idée, c'est... Parce qu'effectivement, ça peut être un peu embrouillant, ou perturbant, de se dire qu'est-ce qu'on fait face à tant de complexité ? Et nous, dans les études qu'on mène, les Français expriment, je ne sais pas dans la salle si c'est votre cas ou pas, mais les Français expriment qu'ils ont du mal à voir par où on passe, en fait, par où on passe. Et le par où on passe, il y a les grands pas, qui sont les actions de long terme,
Et puis, il y a les petits pas qui sont les actions de court terme. Et donc, nous, on n'oppose pas ça. On n'oppose pas les choses. Et je vais prendre un dernier exemple pour illustrer. La meilleure eau, je ne veux pas me déplacer du sujet de la quantité de l'eau à la qualité de l'eau. Et il y a un impact, d'accord? Je ne veux pas le déployer ici, mais il y a un impact entre les deux, notamment du fait de la thématique de la température. Voilà. La meilleure eau, c'est quand même celle qu'on n'a pas besoin de traiter. C'est-à-dire la réserve, la ressource qui est, entre guillemets, pure dans notre imaginaire, c'est-à-dire qu'on est capable de boire à la source sans exposer l'être humain à un risque particulier. Globalement, en France, elle n'existe pas, cette ressource. Donc, il faut traiter. Il y a des endroits où il faut traiter. Je ne dis pas que c'est la seule option, mais en général, l'eau en France est traitée. Et les thématiques, vous avez entendu parler des perfluorés, les micropolluants, demain des microplastiques, sont autant de sujets sur lesquels il faut intervenir. Mais il ne faut pas opposer, c'est-à-dire, évidemment, il faut commencer dès à présent aussi, si on peut, les actions qui permettent de ne pas continuer à accumuler ou de diminuer l'accumulation de ces polluants, de ces micropolluants dans les ressources. Mais en même temps, à l'instant T, c'est assez évident à comprendre sur l'eau potable, puisqu'elle doit être potable. Personne dans la salle, et nous les premiers, chez Veolia, évidemment, soyez-en rassurés, ne ferions en sorte de mettre en distribution de l'eau non potable. Donc ça veut dire que quand il y a des enjeux de qualité de la ressource, on intervient sur le traitement de court terme, c'est-à-dire on répare la jambe qui est cassée, et surtout on apprend à moins se casser la jambe à l'avenir. Et donc, tout cela a un coût. Exactement, tout cela a un coût, mais il faut commencer, donc, parce qu'on peut être un peu tétanisé sur, c'est un gros problème, par où on attaque. Et donc là, il faut commencer à se mettre en mouvement. Et heureusement, nous, ce qu'on observe, c'est que dans tous les territoires, en France comme ailleurs, mais pour parler de la France, il se passe des choses. Et on prendra tout à l'heure des questions dans la salle par rapport à ça. Parce que et la réglementation aide beaucoup. C'est-à-dire que la réglementation peut beaucoup aider. Donc, tout ce qui, notamment dans ces métiers-là, de l'environnement, la réglementation est un puissant vecteur d'avancée. Et alors, est-ce qu'il faut mettre en place l'équivalent du signal prix sur l'eau? Ce serait, enfin, du côté des émissions, ce serait la taxe carbone. Christian Gaulier, on a bien vu avec la crise des Gilets jaunes que la taxe carbone était très impopulaire. Et puis, il y a cette étude qui a été menée par CITEPA et l'Association pour la transition bas carbone en collaboration avec l'ADEME en 2023 en France, qui dit que l'empreinte individuelle adulte serait de 7 tonnes par an pour les revenus mensuels inférieurs à 750 € et de 12 tonnes pour les revenus supérieurs à 6 600. Donc, si on applique le principe du pollueur-payeur, ça veut dire qu'il faut faire payer davantage les contribuables qui polluent plus et indemniser éventuellement ceux qui polluent moins. Alors, merci pour cette question, elle est importante. La question fondamentale, c'est comment on fait. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'idéal, ça serait d'aller faire des actions qui ont toutes les actions qui ont un coût inférieur à 250 € par tonne de CO2 évité. Comment on fait aujourd'hui dans notre démocratie libérale pour que tous les acteurs, Veolia, la Banque de France, vous, moi, j'en passe et des meilleurs, nous fassions effectivement toutes ces actions qui sont socialement désirables de réaliser parce que leur coût sociétal est inférieur à leur bénéfice sociétal. C'est une question super compliquée. Il y a 36 solutions et mon bouquin, en fait, évalue 7 typologies, enfin une typologie à 7 types de politiques différentes. Ça va effectivement de la tarification de carbone, ça va aussi par les interdits, les normes, c'est aussi par la décroissance, c'est aussi par les technosolutions, c'est aussi par les subventions publiques, etc., etc. Vous avez un chapitre pour chacune de ces solutions-là. La solution que les économistes préfèrent, mais elle est inopérante parce qu'elle est socialement inacceptable, comme toutes les autres politiques, on le voit bien avec le backlash aujourd'hui. Le ZFE, on n'en a pas voulu, on n'a pas réussi à convaincre les agriculteurs d'être plus précautionneux de leurs émissions de CO2. Je rappelle la loi récente, je me souviens plus son nom, la loi sur l'agriculture qui est passée au printemps pour libérer un petit peu les agriculteurs de la loi du plomb. Voilà. Vous voyez que tout ça, voilà, toutes les solutions alternatives à la tarification de carbone posent problème. Les subventions, regardez le bonus automobile, on l'a vachement réduit. MaPrimeRénov',
dont la gelée au printemps dernier. Bref, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui qui marche en France, même si au niveau global, on a quand même réussi à faire pas mal de choses. Aujourd'hui, on affronte, on est vraiment dans le dur parce que les efforts supplémentaires, au-delà des 37% dont vous avez parlé en introduction, tout ce qui reste à faire sont des actions qui sont beaucoup plus coûteuses que ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. Et donc voilà, la question c'est comment on fait. Donc le problème fondamental du changement climatique, c'est un problème classique en économie qu'on appelle un problème d'externalité, c'est-à-dire que quand vous décidez de prendre votre voiture plutôt que votre vélo pour aller au bureau, vous tenez pas compte dans votre décision, vous allez mettre dans la balance le temps perdu du vélo, le confort dans la voiture, les litres d'essence que vous allez devoir consommer, et vous n'allez pas sans tarification du carbone, vous n'allez pas être naturellement incité à intégrer cette dimension écologique là dans votre décision de prendre votre voiture plutôt que le vélo. Et donc, le principe pollueur-payeur, l'idée de la tarification du carbone qui prévaut parmi les économistes depuis les années 1920, leur nom de référence c'est Arthur Pigou là-dessus, donc une taxe pigovienne qui consiste à réaligner la myriade des intérêts individuels des producteurs, des banques, des consommateurs, des citoyens. C'est de dire, vous voulez mettre du CO2, vous pouvez, mais vous allez payer le prix du dommage que vous voulez engendrer. Donc, idéalement, il faudrait que chaque fois que quelqu'un, un consommateur, un producteur, qui sait, émet une tonne de CO2, ils doivent payer 250 €. Et ça, c'est l'idée de la taxe carbone. La taxe carbone, si 250 €, je vous l'ai dit, c'est 50 centimes le d'essence, il faudrait augmenter le litre d'essence de 50 centimes pour forcer chacun d'entre nous, quand on réfléchit à prendre l'avion plutôt que le train ou le vélo, forcer chacun d'entre nous à intégrer le dommage à la communauté de notre humanité, ce dommage que vous allez imposer aux autres. Et ça réaligne les intérêts. Donc, effectivement, le problème de cette tarification du carbone, comme la plupart des autres politiques, c'est qu'elle est régressive. C'est-à-dire que, effectivement, vous venez de le dire, les riches émettent plus de CO2 que les modestes, les ménages modestes, et donc, vous avez raison. Les riches vont donc, si on mettait en place cette taxe carbone à 250 € la tonne de CO2, juste parenthèse, en France, on a une taxe carbone, elle est à 44,6 € la tonne de CO2. Elle a été gelée par Macron en décembre 2018 à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Les industriels payent autour de 75 € les permis d'émission sur le marché européen de permis d'émission de CO2. On est très très loin des 250 €. Et donc l'idée il faudrait mettre ce prix-là. Et effectivement, ça va avoir un effet inflationniste. Si vous mettez cette taxe, tous les produits carbonés, les prix vont augmenter parce que les entreprises vont devoir payer ces émissions de CO2. Ça rajoute au coût de production et donc c'est clairement inflationniste. Et le problème, c'est que si les ménages les plus riches émettent plus de CO2 que les ménages les plus modestes, donc les riches vont payer plus que les ménages modestes, mais le problème, c'est que vous ne devez pas réfléchir comme ça. Quand on réfléchit à la progressivité ou la régressivité d'une taxe, on raisonne en pourcents, c'est-à-dire que quand on réfléchit à l'impôt sur le revenu, plus vous êtes riche, plus vous allez payer des impôts, bien entendu, mais plus vous allez payer d'impôts en proportion de vos revenus. Les ménages les plus modestes ne payent pas d'impôt sur le revenu, les ménages les plus riches payent taux de taxation marginale autour de 35%, 40%, je ne me souviens plus. Donc voilà, le problème de la taxe carbone, c'est que c'est l'inverse. Parce que quand vous regardez la part du revenu des ménages consacrée aux dépenses d'énergie, les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leur revenu pour leurs dépenses d'énergie. Et donc, quand vous augmentez le prix de l'énergie, vous allez taxer relativement plus les ménages les plus modestes que les plus riches. Et donc, cette politique-là, elle aggrave les inégalités sociales. D'accord ? Mais c'est vrai aussi je vous donne juste un exemple, la politique qui consiste à ne pas mettre de taxe carbone, mais de subventionner l'électricité photovoltaïque des ménages qui ont installé des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Eh bien, en 2010 jusqu'en 2030, les gens qui ont installé des panneaux photovoltaïques ont un contrat de rachat d'électricité à 60 centimes le kilowattheure, qui est 10 fois supérieur au coût de production d'électricité nucléaire en France. Donc, les producteurs doivent racheter cette électricité 10 fois plus cher qu'il leur en coûte de produire. Qui paye la facture ? Les gens, c'est dans la facture d'électricité. Donc, tous les acheteurs d'électricité, vous et moi, on paye ce surcoût de la production d'électricité éolienne. Et donc, comme les ménages les plus modestes
consacrent une part plus importante de leurs revenus à leur consommation d'électricité, eh bien, les ménages les plus modestes sont plus contributeurs pour payer cette électricité photovoltaïque. Et qui en profitent? Ceux qui sont propriétaires de leur toit, qui ont pu installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit. Et donc, c'est encore pire que la taxe carbone, parce qu'en plus, ceux qui gagnent, c'est pas Bercy, c'est pas EDF, c'est les ménages les plus riches qui sont pas dans des HLM et qui sont propriétaires de leur toit. Donc, vous voyez, ce problème et évidemment, les gens qui disent le changement, que la taxe carbone, c'est pas bien, c'est régressif, ils ont raison, mais qu'à moitié. Parce que quand je compare les deux solutions, le tarif de rachat d'électricité, un prix garanti sur 20 ans, ou la taxe carbone a un avantage sur le tarif de rachat, c'est que la taxe carbone, elle engendre un revenu fiscal. Où va l'argent? Dans les poches de Bercy. Alors que où va l'argent dans le tarif de rachat d'électricité? Dans les poches des ménages propriétaires de leur toit. Et Bercy, il aurait pu décider, en 2015, quand le gouvernement de François Hollande décide de mettre en place cette taxe carbone, comme les économistes le leur avaient dit dans leur rapport qui a préparé cette loi, il faut consacrer une partie, voire la totalité du revenu fiscal engendré par la taxe carbone pour compenser les ménages les plus modestes, disons les 2, 3 ou 4 premiers déciles de la distribution des revenus. Et ça aurait permis d'avoir un instrument de politique climatique qui à la fois aurait massivement réduit l'émission de CO2. On avait fait monter la taxe carbone à 250 € comme elle devrait l'être. En plus, donc, en permettant de lutter contre le changement climatique et en même temps lutter contre les inégalités sociales. On aurait eu un instrument qui tirait sur deux lièvres en même temps. On n'a pas voulu le faire. Bercy a piqué l'argent pour faire d'autres choses. Voilà. Et donc je trouve que la critique, la taxe carbone basée sur cette inégalitaire, ça demande des inégalités, c'est très injuste. Il y a un consensus aujourd'hui, effectivement, sur la nécessité de redistribuer les recettes de cette taxe carbone. Peut-être Olivier demande sur la question, là on voit qu'on peut effectivement imposer une taxe carbone pour modifier les comportements. On peut aussi imaginer une régulation bancaire qui permette d'inciter les marchés à se tourner vers des actifs verts plutôt que vers des actifs bruns, sachant qu'on sait maintenant qu'à plus long terme, c'est quelque chose qui favorise la stabilité financière. Tout à fait. Je voudrais revenir quand même sur le débat précédent, je pense qu'il est très important, mais je pense que Christian, dans ce livre, le montre très bien tu l'expliquais, sur la nécessité de hiérarchiser, de fixer un prix, de fixer un prix du carbone, qui est très important pour hiérarchiser les domaines dans lesquels on doit faire des efforts. Que la deuxième idée, ce qui est comme révélé par la question des gilets jaunes, c'est qu'effectivement, il est difficile d'imposer une mesure lorsqu'il n'y a pas d'alternative. Donc, l'avantage d'un prix du carbone, c'est de ne pas interdire des choses, mais c'est de fixer, faire attention à l'existence d'alternatives dont on évalue le prix. Et donc, de manière générale, je trouve qu'il est important aussi de voir que dans la myriade des politiques qui sont mises en œuvre, il y a la taxe carbone qui est une politique, il y a d'autres politiques, on parlait des politiques d'interdiction, ils ont tout un prix. Interdire, c'est un coût. Et donc, et donc, à chaque fois, on peut trouver une équivalence entre donner un prix à une interdiction. Et donc, parce que le producteur ne peut pas utiliser telle ou telle matière première parce que c'est interdit, c'est un coût, parce qu'il est obligé d'utiliser d'autres matières premières. Donc, c'est un peu comme ça que nous raisonnons à la Banque de France lorsqu'on simule l'impact des politiques climatiques, c'est de regarder, soit on met directement en place une taxe carbone, soit on met l'équivalent d'une taxe carbone et on regarde l'équivalent en coût d'une interdiction qui est faite. Et tout ça donne lieu à un équivalent prix du carbone de toutes ces politiques qui sont mises en œuvre. Et c'est comme ça qu'on compare, par exemple, les politiques qui sont mises en œuvre en France et aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, il n'y a pas ils n'ont pas mis en place de taxe carbone, mais néanmoins, ils ont des réglementations très faibles, mais il y en a quand même, et on peut voir un petit peu l'équivalent en termes de politiques qui sont mises en œuvre. Donc, toute politique... voilà. Dans nos modèles, effectivement, lorsqu'on va simuler ces politiques, on va... et donc, ce que j'ai dit, c'est que les politiques de changement climatique, les politiques de transition ont un impact en matière de... C'est l'équivalent d'un choc pétrolier. On donne le prix augmente. C'est comme si on avait un prix du pétrole qui augmentait, puisqu'on va dire le prix de l'essence va coûter plus cher. Oui, voilà ce que j'allais dire.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Tout à fait. Et sauf que tu me prends les mots de la bouche en disant que la seule différence, c'est que c'est nous, c'est le budget national qui va récupérer l'argent plutôt que le budget, les recettes des pays producteurs. Voilà, un peu c'est fondamental. Et tout ça, ça donne lieu à on redistribue le montant de ces taxes. Quand on fait des simulations, généralement, les hypothèses qu'on fait sont faites moitié aux entreprises, moitié aux ménages. Donc après ça, on peut dire aussi, comme le dit Christian, on va mettre l'accent sur les ménages les plus modestes. C'est évidemment très important. Et globalement, ça fait comme des transferts aux ménages qui stimulent la demande. Donc on a à la fois une politique de transition, c'est à la fois un choc que les économistes appellent un choc d'offres, sur les conditions de production, un peu comme je dis, une facture pétrolière, un choc pétrolier plus important, mais aussi un choc de demande. Donc là, on va redistribuer du pouvoir d'achat aux agents économiques. Donc voilà, selon les horizons, il y en a un qui le remporte sur l'autre. C'est ça qui fait un impact inflationniste et un impact aussi restrictif, comme le fait un choc pétrolier. Alors, pour répondre directement à votre question, donc effectivement, on met en place des réglementations au niveau des banques qui visent à simuler. Alors, j'ai un peu évoqué lorsque j'ai parlé de ce qu'on observe dans la distribution du crédit, puisque c'est un coût supplémentaire, l'équivalent d'un prix du carbone lié à tel ou tel financement. Et parmi les politiques qui sont... donc, il y a différents moyens de mettre ça en place, en particulier les politiques qui sont mises en œuvre pour un rôle très important. Je crois que c'est une des conclusions de notre discussion, c'est l'information. Il faut que les acteurs soient informés du coût de leurs actions, le prix carbone de leurs actions. Et donc, une façon d'informer les banques qui distribuent du crédit, c'est par exemple de faire des stress tests. Les stress tests, qu'est-ce que c'est ? C'est donner l'information aux banques, leur disant, voilà un petit peu, regardez dans vos portefeuilles, regardez la couleur de vos actifs, est-ce qu'ils sont verts ou bruns ? Alors évidemment, on tient compte aussi du fait qu'il ne faut pas totalement pénaliser uniquement les bruns qui sont en voie de transition, donc il y a un juste milieu à avoir, et les stress tests sont un moyen d'évoluer. Et donc, il se trouve que j'ai fait moi-même une étude, mais il y a une littérature déjà abondante qui commence à se développer sur le sujet, c'est est-ce que finalement, ces stress tests sont efficaces ? Parce que ça génère ça coûte beaucoup d'argent, ça mobilise les banques. Est-ce qu'in fine, alors la bonne réponse, la réponse favorable, c'est que c'est oui. Effectivement, on observe que, en faisant des études statistiques aussi assez poussées, avec des contrôles d'entreprises, on regarde au niveau des entreprises européennes, on a regardé ça sur des données anacrédites qui sont collectées par les banques centrales au niveau des entreprises individuelles. Donc, un énorme fichier. Il y a plusieurs millions d'observations d'entreprises et suivies sur plusieurs années. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on voit une augmentation qu'on peut associer causalement à la mise en place des stress tests. Et on voit que les banques ont revu à la hausse le coût supplémentaire du crédit accordé aux entreprises qui étaient les plus brunes. Et donc voilà, c'est un moyen. Après ça, on dit, il y a des travaux ici qui posent la question de savoir est-ce que les banques versus les marchés financiers sont plus à même de favoriser la transition. Certains disent que les marchés financiers sont plus rapides. Je crois qu'on peut, il y a certains éléments qui tendent à dire que les banques sont un peu plus conservatrices de ce point de vue-là. Donc, elles mettent en œuvre la transition, mais de façon un peu plus mesurée que le font les marchés financiers, même si, évidemment, c'est toujours des problèmes de mesure pour bien évaluer l'impact réel. Alors, j'ai encore évidemment énormément de questions à vous poser, mais j'aimerais savoir s'il y a des questions dans la salle, puisque le temps file. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des commentaires, des demandes de précision ? Oui. Un petit peu, on culpabilise tout le monde du fait que la taxe carbone a été plafonnée. Mais si j'ai bien compris, il y a des utilisations de carbone qui coûtent plus cher, comme par exemple l'avion. Et pourquoi il n'y a pas une taxe carbone
beaucoup plus importante sur ces moyens-là. Parce qu'à l'heure actuelle, souvent, il coûte moins cher de faire un trajet en avion qu'en train. Donc, est-ce que la taxe carbone est bien répartie ? Allez-y, oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un point très important. Je vous ai dit tout à l'heure, toutes les molécules de CO2 mises dans l'atmosphère, elles engendrent le même coût parce que cette molécule va se retrouver très rapidement quelque part ailleurs dans le monde et va rester pendant très longtemps. Et donc, c'est pas la façon dont ce CO2 est produit n'a pas être prise en compte pour déterminer le coût de cette émission. Donc le niveau du prix de la taxe carbone doit être identique quels que soient les usages, parce qu'elle engendre, toutes ces molécules engendrent exactement la même conséquence climatique. Le problème est que, effectivement, vous avez raison, et les Gilets jaunes avaient raison en 2018-2019, il y a des tas de gens il y a des tas de secteurs qui sont exemptés de la taxe carbone. Et le secteur de l'aérien est le plus bel exemple de ça, parce qu'en 1945, on a signé un accord international de non-taxation du kérosène dans le transport aérien, qui aujourd'hui est une catastrophe. Alors aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle Corsia, qui est un truc où les compagnies aériennes se sont engagées à compenser les émissions de CO2 en rachetant à bas prix des vrais faux contrats de compensation qui sont à des prix ridicules, qui sont très très loin en dessous des 250 € par tonne de CO2. Donc voilà, ça marche pas. Et vous avez tout à raison, mais il n'y a pas que le secteur aérien. La France a essayé en 2024 d'imposer la généralisation de la taxe carbone au secteur de l'agriculture. On n'a pas réussi. Les agriculteurs ont bloqué la France et ont réussi à empêcher qu'eux aussi aient payé cette taxe carbone. Et puis, il y a des tas d'autres exemptions qui rend effectivement et qui détruit la beauté de l'architecture de cette tarification du carbone. La beauté de ce truc, c'est que a priori, c'est super simple. Il faut que tout le monde, dès lors qu'on est pollueur, dès lors qu'on émet du CO2, on compense, on paye pour les dommages qu'on engendre. Et donc, tout le monde devrait être affecté par cela. Et c'est très facile à mettre en place pour tous les secteurs, sauf le secteur de l'agriculture, parce que comme ces émissions de CO2 viennent toutes, sauf le secteur de l'agriculture, de la combustion de pétrole, de gaz naturel et de charbon, eh bien, il suffit d'aller taxer ces intrants au moment où ils rentrent sur le territoire du pays, pour qu'effectivement, en fonction des émissions, de l'intensité des émissions de CO2 de ces trois sources d'énergie fossile, eh bien, que ce prix soit direct dans le prix de ces ressources. On va taxer ces énergies fossiles à nos frontières. Donc, c'est super facile à mettre en place et c'est transparent. C'est transparent, c'est lobby. On devrait être capable de résister au lobby, parce qu'il faudrait que le gouvernement dise non, nous sommes tous des pollueurs, nous devons tous payer pour les conséquences de nos comportements. Donc c'est facile à vendre, sauf que c'est très difficile à vendre en réalité, parce que les gens ne comprennent pas la taxe carbone. Beaucoup de gilets jaunes et beaucoup de Français aujourd'hui croient encore que la taxe carbone n'a qu'une seule utilité, c'est de financer les efforts de décarbonation des industriels. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, nous, économistes, on ne pense pas que ça soit prioritaire d'utiliser le revenu fiscal de la taxe carbone pour financer les efforts de décarbonation. La taxe carbone, elle est là pour inciter les gens à intégrer dans leur processus de décision le fait qu'ils engendrent des dommages à autrui. Le problème aujourd'hui, pour peut-être répondre un petit peu plus loin, si vous me permettez, sur cette question, je pense que aujourd'hui, on n'a plus de discours de vérité sur ce sujet-là. On est quand même dans un déni considérable. Les gens ont compris qu'émettre du CO2, ça engendre le changement climatique. En France, on est au-delà de ce débat sur le climato-scepticisme, Dieu soit loué. Mais néanmoins, on a un autre combat à mener, je pense, c'est de faire réaliser aux gens qu'ils ont une responsabilité. J'ai une responsabilité. Vous avez une responsabilité individuelle. Vous êtes effectivement une goutte d'eau dans l'océan, et c'est le cas de le dire, parce que
On émet 52 gigatonnes de CO2 chaque année sur cette Terre. Vous en émettez 8, vous avez rappelé ce chiffre-là tout à l'heure. Donc, si vous passez à zéro, ça ne change rien. La question, évidemment, c'est que tout le monde doit essayer de faire des efforts. Et évidemment, les grands fleuves sont construits à partir d'une myriade de petits ruisseaux. Et c'est ça le problème. Les gens ont perdu la notion d'une responsabilité individuelle, donc ils n'élisent plus, ils ne veulent pas faire des sacrifices parce qu'à quoi bon? Ils n'élisent pas des politiques qui leur parlent du sang, de sueur et des larmes, qui est la réalité parce que la transition énergétique va être coûteuse. Et donc, au niveau démocratie, on a un problème. La démocratie, beaucoup de philosophes ont parlé de ça au XXe siècle, la démocratie, c'est quand même la dictature du court terme, la dictature du présent, parce que les générations futures ne votent pas, et ce sont elles qui vont bénéficier de nos sacrifices, et donc on représente uniquement, les politiciens sont uniquement incités à tenir compte des sacrifices, mais pas des bénéfices, parce que les électeurs qui bénéficieront de ça ne sont pas encore nés. Et donc, la démocratie, c'est une dictature du court terme. Alors, je n'ai pas de solution à ce problème-là. Il y a des philosophes qui disent qu'il faudrait une troisième chambre qui représenterait les intérêts des générations futures. Et puis, évidemment, l'économie de marché, évidemment, on le sait depuis très longtemps, est incapable de gérer par elle-même. Alors, j'admire les efforts des banques et des banques centrales, mais par nature, les banques centrales, les industriels ne sont pas incités, pas plus que vous et moi, à intégrer les conséquences de leur comportement sur l'environnement à long terme. Et tout ça fait qu'on est dans une double défaillance, en fait. Une double défaillance qui, à l'origine, vient quand même du fait qu'on a perdu le sens de la responsabilité individuelle. Et je pense que le combat à mener, c'est un petit peu ça mon livre, le combat que j'essaye de mener dans ce livre, c'est aussi de dire, OK, il y a une responsabilité collective, bien entendu, parce que nous devons mettre en œuvre des mécanismes collectifs qui permettent d'aligner les intérêts individuels, mais nous avons avant tout un problème de responsabilité individuelle que nous sommes en train de nier, en quelque sorte. Olivier Debande. Je voulais dire, pour rebondir sur ce que disait Christian, effectivement, c'est effectivement très important de retrouver la responsabilité individuelle. La question que je me pose, c'est de savoir... Parlez bien dans votre micro. Une question qui est souvent posée, que d'ailleurs Christian pose dans son livre, c'est à quel niveau fixer cette responsabilité collective, effectivement, qui repose sur des bases individuelles. Et donc la question, c'est de savoir, au niveau international, faut-il mettre en place une taxe carbone au niveau international? On voit que c'est impossible. Donc, quel est l'intérêt de mettre en œuvre une taxe carbone au niveau, ou une tarification carbone au niveau national ou dans un espace? Alors, je pense que et après ça, aussi la tarification de l'eau. Alors, j'ai un peu l'impression que l'eau, les questions liées à la nature sont plus locales et qu'on peut peut-être, il y a des expériences, il y a le prix Nobel 2009, là, Ostrom, voilà, qui a parlé de la théorie des communs. Voilà, théorie des communs, disant qu'il était possible dans certains espaces, dans certaines régions, je crois qu'il y a des expériences en Italie qui montrent qu'on arrive à gérer l'eau. Donc ça, peut-être que c'est un sujet qu'on pourra évoquer. Mais alors, au niveau de la taxe carbone, au niveau de la tarification du carbone, voilà, est-ce que l'Union européenne a raison de continuer? Et en fait, moi, je donne déjà la réponse que donne le FMI sur le sujet, c'est que oui. C'est que même si les pays progressent à des rythmes différents, il y a quand même un intérêt global pour qu'on ait des tarifications carbone différentes selon les espaces. Il vaut mieux avoir sans commencer dans cette direction-là plutôt que de rien faire du tout. Donc je pense que c'est ça qui est un aspect très important. Ce qui est important, c'est que l'absence de coordination ou l'absence de coordination au niveau international ne doit pas être une justification pour ne rien faire dans un espace aussi grand que l'Union européenne, par exemple. Thierry Botte. Oui, c'est sur un autre sujet, mais dans l'esprit peut-être de votre question. La question, c'est qui bouge, quand et comment, en fait. Donc je vais prendre peut-être des exemples à l'étranger, puis un exemple à l'étranger, un exemple en France, et puis vous parler de la réalité qu'on peut voir sur le terrain. Et donc, effectivement, je pense qu'on a une grande chance que de pouvoir travailler à l'échelle territoriale où il se passe des choses. Bon, ça, c'est un peu directement à la fin de ce que je voulais dire. Quand nous, on a bien pris conscience des enjeux du dérèglement climatique sur le cycle de l'eau et que la situation était en accélération, moi, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé mon collègue en Espagne. Et je lui ai dit, comment vous avez fait pour anticiper ? Je prends quelques exemples. Le recyclage des eaux usées en France, traité en France, c'est moins de 1%. En Espagne, c'est 15%. En Israël, c'est 89%. En Italie, c'est
aux alentours de 10%. Et il m'a dit, Pierre, je te rassure, on n'a pas du tout anticipé, en fait. On a manqué d'eau. On s'est fait très, très peur. Alors, l'Espagne est organisée différemment, ce sont des plus grosses métropoles, c'est beaucoup plus régionalisé. Donc, il y a des métropoles qui ont eu, de façon répétée, des arbitrages à prendre. Qu'est-ce que j'arrête ? J'arrête de distribuer l'eau à ma population. C'est inenvisageable. J'arrête l'énorme centre touristique qui reçoit 600 000 touristes sur les 2 mois d'été et qui fait vivre tout l'écosystème de restauration, de ci, de ça. Ou j'arrête ma plateforme chimique, et qui est une des premières plateformes, c'est dans la région de Tarragone. Ma plateforme qui est une des plus grandes plateformes pétrochimiques européennes, où il y a des dizaines de milliers d'emplois et qui génère énormément de valeur ajoutée. Bon, alors, ce qu'ils ont fait, ils ont sorti toutes les têtes des administrations centrales, ils en ont mis des nouvelles, ils ont dit, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est la dernière fois, vous proposez quelque chose. Vous me proposez quelque chose. Et ils ont mis en place un plan massif de dessalement, Aquamed. Ils ont construit énormément d'usines de dessalement d'eau de mer et ils ont avancé sur le recyclage des eaux usées traitées. Voilà. Et ils ont fait des choses sans détruire leur économie, puisque là, on est sur un système en Espagne où, en gros, le PIB par habitant en Espagne est 30 à 40% en dessous de celui de la France. Et à ce que je sache, ça n'a pas détruit la qualité de vie en Espagne. Ça n'a pas... Moi, j'adore cet exemple. Je trouve que c'est un très, très bel exemple, ce problème de gestion de l'eau avec multi-usages et de mettre le politique devant une responsabilité de devoir choisir quel usage sacrifier. Alors que la tarification de l'eau ne va pas donner dans les mains du politique le droit de vie ou de mort de ces différents secteurs. Elle va dire on va mettre un prix de l'eau qui permette que les meilleurs usages seront préservés et que les usages secondaires qui ne créent pas assez de valeur sociale vont disparaître parce que le prix de l'eau va faire en sorte que la rentabilité de ces activités ne soit plus suffisante. Et donc, je trouve que c'est bien, dans mon livre, j'explique bien qu'en fait, l'alternative à la tarification de l'eau / du CO2, c'est donner à l'État la responsabilité de décider une myriade de choses sur nos modes de vie et sur nos modes de production. Et donc, il y a en fait un clivage entre la question une économie planifiée où l'État est tout puissant et impose des interdits et des normes, par exemple de comportement, versus une politique de prix qui va laisser la liberté intacte, mais qui va inciter plutôt que d'obliger. On va peut-être prendre une dernière question, puisque vraiment le temps file, au cas où il y a une question ou une réaction. Oui, monsieur. On va parler de taxation au titre des euros. Est-ce que selon vous, la valeur ajoutée d'un étiquetage du poids carbone, du facteur d'émission, du poids carbone, des biens de consommation, des fruits dont on a parlé? Merci, oui, Christian Gaulier. Oui, merci. Super question aussi. Effectivement, c'est une alternative à la tarification de carbone. La tarification du carbone, vous n'avez pas besoin de donner d'informations supplémentaires aux consommateurs, puisqu'elle est déjà intégrée dans le prix des biens qu'ils pourraient acheter, le contenu carbone de ces produits. Effectivement, on est incapable ni en France ni ailleurs de réaliser une tarification du carbone qui est compatible avec l'intérêt général aux 250 € la tonne que je vous ai décrite tout à l'heure. Et donc, effectivement, il faut faire flèche de tout bois et notamment, il faut essayer de susciter la motivation des gens intrinsèques. Il y a des consommateurs qui n'ont pas besoin d'avoir un signal prix pour faire des efforts, qui sont prêts à faire des sacrifices parce que il y a des motivations intrinsèques comme l'estime de soi, l'image qu'on donne aux autres de nous-mêmes, de soi-même. Tout ça sont des motivations non financières qui peuvent être mobilisées pour essayer d'inciter les uns et les autres à faire des efforts. Alors évidemment, pour pouvoir mobiliser ces
ces motivations, il faut donner l'information. Parce que si vous n'avez pas donné l'information, le risque énorme, c'est le greenwashing, quoi. C'est-à-dire, regardez, mon produit il est plus vert, et donc tricher sur l'information pour que les gens motivés pour acheter des produits verts achètent des produits verts alors qu'ils ne le sont pas. Donc effectivement, la crédibilité, la qualité de l'information sur le contenu carbone des produits, et on pourrait parler des autres critères des critères verts de produits, sont des éléments à utiliser, qu'on peut utiliser, qu'on doit mobiliser pour aller chercher des motivations intrinsèques qui permettent effectivement de réduire l'émission de CO2. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que ces motivations intrinsèques sont pas suffisantes pour réaliser 55% de réduction des émissions de CO2 en 2030. On ne peut pas juste demander à l'engagement individuel, au désir des gens de faire le bien, effectivement que ce bien soit réalisé. C'est des expériences qu'on fait en économie depuis des années là-dessus montrent que oui, c'est utile, il faut aller dans cette direction-là, mais que ça ne suffira pas. L'engagement individuel, l'activisme des consommateurs, des épargnants, des entreprises ne suffira pas. Étant donné l'importance des coûts de la transition, il faudra aller aussi taper dans le portefeuille et le pouvoir d'achat. Et pour conclure, en vraiment quelques mots, Christian Gaulier, est-ce que vous diriez aujourd'hui que, voilà, si on veut arriver à 2 tonnes par tête par an en 2050, comme c'est l'objectif de l'accord de Paris, il faut simplement qu'on consente à une baisse de notre niveau de vie, et sans même parler de décroissance, post-croissance. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, faire des sacrifices? C'est clair qu'aussi aujourd'hui, si demain on n'a pas de technologies nouvelles qui réduisent les coûts de la transition, la sobriété sera la solution. La sobriété, ça veut dire la décroissance. Ça veut dire que la taxe carbone sera tellement importante qu'au lieu et si dans l'aviation il n'y a pas de capacité à produire des avions décarbonés, eh bien on prendra plus l'avion. Voilà. C'est tout, parce que le billet d'avion sera à un prix tellement important qu'on ne le prendra plus. Donc la sobriété fait certainement partie de la solution. Jusqu'à quel niveau cette sobriété sera nécessaire, mais ça dépendra de notre capacité à réaliser des technologies nouvelles, des innovations scientifiques et techniques qui nous permettraient, on parle du nucléaire, de la fission, de la fusion nucléaire, on parle de la capture et séquestration du carbone, et ce sont des technologies qui sont totalement inaccessibles pour l'instant. Peut-être que dans 10 ou 20 ans, elles le seront, et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra avoir une plus grande acceptabilité sociale de la transition, parce qu'on aura réduit massivement les coûts en termes d'euros et les coûts en termes d'inconfort. Ça, seul l'avenir ne le dira. On est face à des incertitudes considérables, et ces incertitudes doivent nous inciter à ne pas lâcher le morceau d'aujourd'hui. Il faut, peut-être que effectivement les efforts très coûteux qu'on fait aujourd'hui seront a posteriori inutiles, parce que finalement on va pouvoir à faible coût décarboner, mais c'est pas sûr du tout. Le pire n'est pas certain non plus. Donc il faut agir maintenant. Un tout dernier mot, Olivier de Vente. Oui, moi je pense que, pour compléter ce que disait Christian, je pense qu'il est important d'avoir les bonnes incitations. Donc peut-être que effectivement avoir une taxe carbone ou une tarification carbone avec un peu coercitive, parce qu'à partir du moment où les bons sentiments ne sont pas toujours réalisés. Mais néanmoins, je pense que l'information des consommateurs, l'information des entreprises me paraît clé, parce que beaucoup de gens, même s'il y a un consensus en disant qu'il y a un problème, c'est important d'informer les gens. Et je voudrais faire un peu de publicité pour l'indicateur climat que la Banque de France met en place. Donc on est en train de mettre en place une collection d'informations au niveau des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, et puis on va évoluer vers la nature pour avoir une évaluation complète de la qualité des entreprises dans ce domaine-là, voir un petit peu et pointer les risques, parce qu'évidemment les risques, les entreprises qui comprennent bien que si on met en évidence qu'il y a parfois des risques dont ils ne sont pas conscients, et mettre en lumière les différents risques de ne rien faire, le risque de l'inaction, ça a un coût, et donc in fine on pense que ça va les motiver d'avoir cette information. Thierry Botz, un dernier mot. Oui, peut-être en mot d'optimisme, c'est-à-dire que tout ça pour dire, en fait, il se passe des choses. Nous, on est du côté des solutions, du côté des industriels, du côté des acteurs du tourisme, des collectivités, des projets
de décarbonation, des projets, par exemple, de production de biogaz local à partir des boues des stations d'épuration, ça existe, ils sont là. Des projets de recyclage des eaux usées traitées, il y en a. Des projets de tarification innovante, il y en a. Des projets de sobriété positive, pas punitive, hein. Il y en a. Engager chacun à travailler sur sa consommation. Le rendement de réseau, il y en a. Donc, il y a plein d'initiatives locales et je voudrais vous partager ça, c'est-à-dire qu'en fait, il se passe des choses, énormément de choses sur le terrain. De temps en temps, il manque juste un petit catalyseur, c'est-à-dire de temps en temps, on est un peu empêché parce qu'on ne pense pas dans le monde d'après. Mais je vais vous donner un exemple. J'aime beaucoup l'Espagne, vous avez compris, je vais vous le donner. En France, je ne vais pas ouvrir de polémique. Si vous voulez utiliser de l'eau recyclée pour arroser un golf, vous devez demander une autorisation. Compliqué. En Espagne, ils ont des gens qui vivent depuis 30-40 ans avec du manque d'eau. Ils pensent à l'envers. C'est-à-dire, vous ne pouvez ouvrir un golf que si vous utilisez de l'eau recyclée. C'est juste un petit changement. On arrête de se regarder le nombril, on regarde de l'autre côté du miroir. Et donc, on a besoin de ça aussi. Donc moi, je ne suis pas un économiste et je n'ai pas ni la science ni le talent de mes collègues de conférence. Mais l'expérience montre, et moi je le vois tous les jours, et nos collègues ici en la salle le voient tous les jours, nos clients, collectivités industrielles ont des idées. De temps en temps, le cadre dans lequel on est, parce que le monde bouge, il est un peu contraignant, et il y a des pays qui font des choses qui ne posent pas de problème puisqu'on y va en vacances. Donc, apprenons de ces pays-là et déverrouillons un petit peu les énergies qui existent dans notre pays et les solutions que, par exemple, notre entreprise est capable de mettre en avant. Merci beaucoup, merci infiniment à tous les quatre.